Pardon. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce jeudi live. Écoutez, depuis la COVID, pardon, j'ai la chance de rencontrer des personnalités de tous les milieux chaque jeudi pour se connecter à notre humanité. Je pense que dans ce temps d'arrêt, s'il y a quelque chose de positif, c'est ça, c'est qu'on peut prendre le temps de pas juste aller en surface puis parler de ce qu'on fait, mais surtout parler de ce qu'on est. Puis, je vais vous faire un petit aveu, là, mais ce soir, j'interviewe une de mes idoles. Moi, je l'ai suivie depuis que je suis jeune et sincèrement, là, c'est comme un rêve de petit kid pour moi ce soir. C'est quelqu'un, je pense, qui connaît pas cette personne au Québec. Elle a touché le cœur de tellement de gens. Puis ce soir, j'ai la chance d'aller discuter avec elle de son parcours qui est unique, mais qui est surtout authentique. Alors, je vous présente ce soir l'incroyable, la merveilleuse Sonia Benezra. Wouhou! Oh, quelle gentille présentation! Merci, Marc! Écoute, je ne vois pas tes présentations là, de ton émission, mais j'ai fait mon possible. C'est tellement sweet. Merci. Merci à tout le monde qui est avec nous ce soir aussi d'être là. Alors, Sonia, en premier, j'ai envie de te dire muchas gracias. Me siento latino contigo Ay, esta noche. Que bien hablas español. ¿Hablas? Sí, más o menos, pero me siento latino. Me gusta la cultura, me gusta todo. Sí. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Y tenemos que decir que la gente del Québec son latinos. Sí. Sí, claro que sí, tenemos el mismo corazón. El corazón, sí. Les Québécois sont vraiment très latins et c'est pour ça qu'ils adorent les pays latins. Puis, évidemment, on a quelque chose qui nous rapproche. Mais toi, Sonia, justement, juste curieux, le latin, l'espagnol, comment ça, ta première langue, c'est l'espagnol? Mon père est né en Espagne. OK. Maman est née au Maroc. Mais elle est née à Tanger. Et Tanger, c'est la zone espagnole du Maroc où on parle l'espagnol avant le français. Okay. Donc, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. L'anglais, c'est ma deuxième langue. Et le français, c'est ma troisième langue. Et est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où tu te sens vraiment... Est-ce que tu es plus québécoise qu'arabe ou espagnole? Ou je ne suis pas parce que je suis juif de religion. Okay. Alors, il y a les juifs marocains, il y a les arabes marocains. Mais on a beaucoup qui tu sais, ça se ressemble quand même, les cultures. Mais moi, je me sens très bien ici parce que c'est ici où moi, je suis née. J'ai 3 sœurs aînées qui sont nées au Maroc, mais moi, je suis née ici à Montréal. Alors, c'est vraiment mon chez-moi, mon tout. Tu sais, c'est ça. Comment tu vis la COVID, Sonia? Je sais que ta maman, tu soutiens beaucoup ta maman. Comment vis-tu cette période-ci? Ben, je t'avoue que moi, le confinement, c'est peut-être un peu moins difficile que pour les autres parce que quand on est proche aidante et proche aimante aussi, pour quelqu'un, eh bien, notre horaire change complètement et on est vraiment à la merci des besoins de quelqu'un d'autre. Ma mère est en fauteuil roulant. Elle a besoin d'aide pour tout ce qu'elle a à faire. Elle est diabétique. Il y a des injections à tous les jours, 2 fois par jour, des médicaments, etc. Donc, c'est énorme comme tâche, mais je me considère très, très chanceuse et privilégiée de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans les CHSLD, je me dis, mon Dieu, que je suis chanceuse de l'avoir à côté de moi.
Et je me sens un peu coupable aussi, Marc, je t'avoue. Il n'y a pas une journée où je ne pense pas aux gens qui n'ont pas vu leur mère, leur père, leur frère, leur sœur, et qui ont perdu des êtres chers sans pouvoir dire au revoir. Et ça, pour moi, c'est inimaginable. Et regarde, on le vit. D'ailleurs, je sais que toi, tu as perdu c'est ta grand-maman. Oui, oui. Je suis désolée, Marc. Vraiment, tu m'as raconté ça il y a 2 secondes et j'étais vraiment estomaquée de savoir que tu es parmi tous ces gens qui ont perdu un être cher. Comment est-ce que peut-être spirituellement ou peu importe par croyance, donnes-tu un sens à ça? As-tu l'impression que notre société, on était tellement rendu dans la performance que life is talking to us? Oh oui. Oh oui, oh oui, oui, oui. Je sais que c'est pas populaire, égalité, ceux qui sont anti-religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, ce que je vais dire, mais je pense que le bon Dieu a définitivement sa main là-dedans. Parce que, Marc, si la COVID est arrivée à être dans une place dans le monde, on regarderait les nouvelles, on aurait de la compassion, on dirait oh, c'est dommage, c'est triste, et on continue avec nos vies comme si rien n'était. Maintenant, la planète entière est atteinte. On n'a pas le choix que de porter attention à tout ce qui se passe et tout le monde est atteint. Donc, moi, je pense que le bon Dieu n'est pas très content avec l'humanité en général. La façon qu'on traite, par exemple, nos aînés, c'était un exemple parfait. Et il y a beaucoup de réflexions que je fais avec ce qui arrive présentement dans le monde. Est-ce que toi, je lisais ton parcours, puis dans ton livre aussi, je ne regrette presque rien. Sens-tu que la vie a été injuste envers toi? Je pense que comme tout le monde, j'ai vécu des moments d'injustice, comme des moments de grand bonheur et de chance aussi. Oui. Je pense que mes périodes plus chanceuses étaient plus jeunes. Et ça, c'est parfois plus difficile parce que quand tu es plus jeune, tu ne peux pas apprécier les choses de la même façon. Si j'avais vécu ces grands moments de gloire aujourd'hui, je pense que je les aurais vécus différemment, Marc. J'aurais tellement plus apprécié tout ce que je vivais. Et les moments plus difficiles sont venus après. Et c'est pas facile. Mais il y a tellement de gens que je regarde autour de moi qui vivent des choses horribles que je me dis vraiment tout est relatif. Mais c'est sûr que quand ça nous arrive, on est triste et on passe des périodes qui sont peut-être plus noires et pessimistes et tristes. Oui. Mais ce soir, là, j'ai envie que tu agisses un peu comme enseignante parce que je vais te partager. Moi, je coach depuis 10 ans, que ce soit des joueurs de hockey, des athlètes, puis ils sont dans quelque chose que tu as vécu, c'est-à-dire la quête du succès, cette espèce de, tu sais, vouloir s'identifier, puis on va plus haut, puis plus haut. Puis je dirais 98% des gens qui viennent me voir ressentent un vide intérieur. Ils sont dans des quêtes de drogue, de sexe, de surconsommation. Puis l'ironie du sort, c'est qu'on regarde les influenceurs, les réseaux sociaux, tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut du succès. Moi, je trouve que ton plus grand succès, c'est la femme que tu es. Au-delà de ce que tu as fait, c'est l'être. Tu es une femme extraordinaire. Quelle leçon peux-tu donner à ceux à la maison que, justement, ils sont dans cette quête-là ou à idéaliser le succès? Tu les as toutes rencontrées, tu as eu le succès. Comment tu t'expliques le succès aujourd'hui? Ben, je peux expliquer le succès en vous disant, en partageant avec toi, Marc, et tout le monde qui nous écoute ce soir, que pour moi, chaque fois que j'avais rencontré quelqu'un qui était vraiment au sommet de la gloire, c'était là où ils étaient le plus malheureux. Wow. Et ça a été une leçon pour moi. J'étais comme vraiment étonnée de voir ça parce qu'à ce moment-là, tout le monde veut quelque chose de toi et c'est pas pour toi. C'est à cause de ta célébrité, etc. Alors, je me rappelle quand j'avais interviewé Sting, il était vraiment horrible lors d'une de mes premières rencontres et c'était vraiment à la période où Sting, c'était la folie furieuse partout dans le monde. Et je me suis dit après, je dis, mon Dieu, mais ce gars a tout. Tu sais, il est beau, il est talentueux, il a de l'argent, il a une femme qu'il adore, il a des enfants en santé et il est tellement comme désagréable. Plus tard, j'ai eu la chance de l'interviewer une dizaine d'années plus tard et il m'avait parlé que ce moment dans sa vie était vraiment un moment très difficile parce qu'on se sent coupable quand tout va bien, mais on n'est pas heureux. C'est parce qu'on court et on n'a pas le temps de vivre ces moments. Alors, moi, je pense que le succès ne nous apprend pas grand-chose. C'est les échecs qui nous apprend beaucoup plus. Malheureusement, c'est ce que j'ai retenu, moi, de mes rencontres des gens et même de ma propre vie. Même de ma propre vie. Parce que le succès, quand le succès est là,
Ça passe tellement vite, on a tellement de choses à faire, on n'a pas vraiment grand temps à réfléchir. Oui, on répète les mêmes réponses cassettes, mais on ne pense pas vraiment, on ne respire pas. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que mes plus grandes leçons de vie ont été vraiment dans des moments difficiles. Et des fois, je suis fière de mon parcours et comment j'ai dealé avec certaines choses. D'autres fois, beaucoup moins fière. Et j'ai découvert aussi des choses, sur moi que j'aimais moins aussi. Je me suis dit, il faudrait que tu travailles là-dessus. Mais une chose, oui. Non, mais tu dis que est-ce que dans tout ce qu'on voyait de Sonia dans le temps, là, moi, en tout cas, j'ai vécu beaucoup l'époque TQS, puis on t'a un peu blasté. Tu étais tellement, tu es un cœur ambulant. En même temps, le show business, on essaie de changer le monde, les formater. Est-ce que tu as réussi vraiment à être toi ou malgré tout, tu t'es fait prendre dans le jeu un peu du show business? Non, Marc, je n'ai jamais pu être personne d'autre. Et je vais te expliquer pourquoi. J'aurais peut-être tombé dans le piège, mais comme je travaillais dans ma troisième langue, je n'avais pas la même capacité de m'exprimer comme je le ferais en anglais. En anglais, j'aurais peut-être joué à un jeu, ou changer certaines choses, mais en français, il fallait que je sois vraiment authentique. Il fallait que les gens me prennent comme j'étais, avec mes gaffes, avec mes points forts. J'avais jamais peur de rire de moi-même. D'ailleurs, je trouve ça drôle. Il faut rire de soi-même et pas prendre tout au sérieux. Alors, j'étais vraiment, je pense, à l'époque de Musique Plus et définitivement à l'époque de TQS où on était live à tous les jours, où on n'avait pas de télésouffleur. Personne ne te préparait tes questions. Je pense que j'étais vraiment authentique. C'est sûr qu'il y a certaines fois où il faut que tu joues un certain jeu ou que tu reçois quelqu'un qui peut-être tu n'aimes pas autant qu'une autre personne. Mais ça, c'est la vie. Ça, c'est un jeu que tu dois jouer dans la vie aussi. Mais jouer un jeu, un personnage, j'ai jamais fait ça. Jamais. As-tu l'impression que tu as été un peu à l'université de la vie? Tu sais, il y en a qui étudient la psychologie. Toi, en rencontrant tous ces gens-là, je veux dire, tu avais des leçons de vie. Tu voyais l'arrière-scène, tu voyais un peu pas juste leur lumière, mais leur darkness. As-tu l'impression que ton métier t'a appris beaucoup sur l'humain? Mon métier m'a appris beaucoup sur l'humain et sur moi-même aussi. Je vais te dire quelque chose. Après une trentaine d'années dans ce milieu, dans ce domaine magnifique, je ne peux pas dire que j'ai des idoles qui font partie du métier. Il y en a, c'est pas moi, j'ai pas des icônes, j'ai des gens que j'admire, que je respecte, que j'aime profondément. Mais mes idoles sont les gens autour de moi que je connais vraiment. Parce qu'on ne sait jamais qui quelqu'un est. Tu le reçois pendant une heure, tu as une impression de, tu sais, bon, c'est ce genre de personne, ce genre de personnalité. Mais mes idoles et mes influences, mes vraies influences, sont les gens autour de moi, des gens qui ont lutté, qui ont travaillé fort, qui ont fait des choses qui peut-être personne d'autre est au courant de ce qu'ils ont fait, mais c'est les gens qui m'inspirent vraiment. Quand tu étais jeune, parce que je regardais ta carrière, écoute, tu as designé des vêtements, tu as été porte-parole, tu as été animatrice, chanteuse. La petite Sonia, là, elle rêvait de quoi? La petite Sonia rêvait au show business. Oui. Et j'étais très chanceuse. Depuis que j'ai 4 ans, Marc, j'ai toujours su que je voulais faire du cinéma et du théâtre. Ma carrière m'a emmenée ailleurs. Mais moi, mes études, c'était à l'Université Concordia en théâtre. Mon but était de me rendre à New York et faire du Broadway et éventuellement du cinéma. L'opportunité de Musique Plus m'est venue par une autre porte, mais je savais que quand j'avais rencontré Moses Znaimer, qui a fondé Much Music et après Musique Plus, quand je l'avais rencontré à Toronto et il m'a dit « Je vais te donner un screen test », je savais que ma vie allait changer et que c'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Dieu merci qu'à l'époque, je faisais confiance à mon instinct, quelque chose que j'ai perdu sur le chemin un peu. Et j'essaye de retrouver ça. J'ai fait confiance à mon instinct et je n'ai jamais regretté. Mais mon but vraiment était d'être comédienne et je viens d'une famille qui ne m'a jamais dit que c'était impossible. Mon père me donnait son cendrier à l'époque pour donner le discours après the Academy Awards pour mes remerciements. J'ai jamais entendu le mot impossible chez moi. Alors, je trouvais que c'était possible, plausible, pourquoi pas. J'étais très chanceuse à ce niveau-là. Mais au Québec, ou du moins au Canada, tu détonnes, tu sais,
Moi, je trouve que t'es un personnage. Moi, on me dit ça aussi des fois, je suis too much, j'étais avec mes petits foulards. Puis là, je suis comme. Mais peu importe, mais quand on ne rentre pas dans le moule, on dérange, on est souvent jugé. Sens-tu que justement, parce que tu ne fitais pas dans le moule, au début, c'était plus difficile? On te jugeait ou au contraire? Ben, au début, c'était plus difficile, premièrement, parce que le français, c'était ma troisième langue. Deuxièmement, et je suis très fière de pouvoir dire ça, j'étais vraiment le tout premier visage ethnique à la télévision québécoise. Wow. Et ça, pour moi, je trouve que j'ai quand même essayé d'ouvrir certaines portes sans le faire par exprès. Donc, c'était difficile parce que les gens peut-être ne savaient pas à quoi s'attendre. Il fallait s'habituer un petit peu à moi. Mais je voudrais souligner, Marc, que je n'ai jamais eu des problèmes avec les téléspectateurs. C'est plus l'industrie qui est supposée d'être ouverte et cool et tout ça, qui vraiment travaille avec des moules. C'est pas le public. Le public m'a découvert. Au début, peut-être, ils me regardaient parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'où je venais, mon rouge à lèvres rouge, peu importe. Mais éventuellement, ils sont restés parce qu'ils disent, oh, regarde, elle fait des entrevues, elle traduit, elle a fait sa recherche. J'ai un following très fidèle et le public québécois a été extraordinaire avec moi. D'ailleurs, j'ai gagné 4 MetroStars et 3 Gémeaux. Et les 4 MetroStars, c'est le vote du public. Donc, mon cœur est plein. Mais oui, ça n'a pas été facile au début. Ça n'a pas été facile. Ah non, mais ça, c'est clair. Moi, dans ma tête, il y a quelqu'un qui a eu l'amour du public québécois, c'est toi. Je veux dire, et quand je parle de toi encore aujourd'hui, ça évoque, tu sais, il y a des gens qui partent de l'écran. Toi, il y a une rage, on dirait, tu sais, des pétitions, le monde, on dirait qu'on ne l'accepte pas, tu sais, que le métier t'ait un peu laissé tomber. En même temps, moi, j'ai comme l'intuition que the best is yet to come. Tu sais, tu as déjà dit, I'm sure, of course. On le souhaite tout le monde d'ailleurs. On ne veut pas se faire dire, c'est une horrible chose de se faire dire, tu as déjà vécu tes meilleurs moments. Je trouve ça méchant même de dire ça à quelqu'un. Tout le monde a le droit de rêver, peu importe l'âge, et tout le monde a le droit aussi de gagner sa vie. Moi, c'est mon métier. Je gagne ma vie avec mon métier. Alors, c'est comme, non seulement je voudrais continuer à travailler parce que j'ai une passion encore, parce que ça m'intéresse encore, parce que je pense que j'ai des choses à partager encore. J'ai tellement appris, mais aussi parce que je veux gagner ma vie. Je veux gagner ma vie et puis je n'ai pas honte de dire ça. Et c'est sûr que le milieu doit changer et puis il y a des choses qui doivent changer. Est-ce que ça va changer à temps pour moi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une autre opportunité? Je ne sais pas, peut-être. Musique Plus m'est venue comme, tu sais, d'un jour au lendemain, ma vie avait complètement changé. On dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et toi, en tant que coach, dis-moi ce que tu penses, Marc. J'avais entendu une expression qui disait que si on a plus de regrets que de rêves, ben là, on est vieux. Alors, il y a des journées où oui, j'ai plus de regrets. Alors, je me dis, OK, je vieillis. Et d'autres journées où je sens la rage encore et j'ai encore des rêves. Alors, j'ai encore des rêves. Mais je pense que la vie te teste parce que tu es immensément grande. Tu sais, je pense que quelqu'un qui pourrait pas passer à travers ce que tu as passé, mais je pense que la vie te prépare à quelque chose d'encore plus grand. Tu sais, tu te solidifies, tu réalises des choses, tu te reconnectes. Puis je t'ai entendu dire dans une entrevue justement que c'est pas sain d'être au sommet trop long. Tu sais, tu avais dit peut-être que j'avais été au sommet 30 ans, j'aurais viré folle. Donc, oui. Sens-tu que la vie t'a fait aussi un cadeau, te ramener à l'essentiel? La vie fait bien les choses. Je ne peux pas te dire que je n'aurais pas changé certaines choses, mais je dois accepter aussi, Marc, que j'ai fait des erreurs moi-même. Tu fais des choses avec ta propre vie. Certaines choses, tu sais, j'ai reconnu par instinct que c'était la bonne chose et d'autres fois, je n'ai pas suivi mon instinct. Et quand je n'ai pas suivi mon instinct, j'ai fait des gaffes. Mon livre, ma biographie s'appelle « Je ne regrette presque rien ». J'admire les gens qui peuvent dire « Moi, je regrette rien. » Wow! Moi, je suis toujours étonnée. Vraiment, il n'y a rien du tout que tu regrettes. Moi, je ne peux pas dire ça. Il y a certaines choses que je regrette. Une chose que j'aurais pu faire à un certain moment dans ma carrière, c'est de partir aux États-Unis. J'avais un agent américain, une très grosse compagnie CAA, qui représente Céline Dion, etc. Eux, ils voulaient que je déménage à Los Angeles. Et moi, je pensais que je pouvais le faire à longue distance. Aller pour une rencontre, revenir à Montréal, travailler. Je ne voulais pas partir.
Je ne voulais pas laisser ma famille. Je ne sais pas la raison encore exactement pourquoi je n'ai pas osé. Mais je me demande aujourd'hui qu'est-ce que j'aurais pu faire? Où est-ce que j'aurais pu me retrouver? Je ne sais pas. Mais là, je t'amène un point de vue de coach très... si on était ensemble, je te demanderais probablement, sens-tu qu'à ce moment-là, tu as saboté ton succès par manque d'amour pour toi? Est-ce que... Ça se peut. Moi, j'ai toujours aimé les autres plus que je me suis aimée. Ça, Hmm. c'est sûr et certain. À un certain moment, il a fallu que je change ma conversation interne parce que je me parlais méchamment à moi-même, ce que je n'oserais jamais faire à qui que ce soit. Mais pourtant, je me disais des choses qui étaient vraiment dures et méchantes. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je commence à changer cette conversation interne que j'avais avec moi-même. C'était vraiment cette aventure que j'aurais pu avoir aux États-Unis. C'était vraiment juste après ma grosse période à TQS. J'étais vidée, j'étais épuisée. Je pense que le tout ensemble, ça a fait que je ne suis pas partie. Et je pense que peut-être je ne te dirais pas ça si j'avais connu plus de moments de gloire ici au Québec. Moi, je pensais naïvement que j'avais fait mes preuves, j'avais gagné les trophées, j'avais montré que j'étais capable de faire des bonnes entrevues, que je travaillais comme une folle, j'étais fiable, tu pouvais me faire confiance. Je pensais que le travail allait continuer. Et j'étais quand même chanceuse parce que j'ai travaillé pendant 25 ans sans arrêt. Oui, je suis allée à Musique Max. Oui, je suis retournée faire mes émissions de Bénézra à rencontre que j'ai adorées. C'est sûr que ce n'est pas des gros postes comme TVA et comme Radio-Canada, mais ça ne me dérangeait pas parce que je travaillais. Je travaillais et on me laissait faire ce que je voulais faire. Alors, j'étais chanceuse quand même, mais j'aurais souhaité travailler plus longtemps en faisant des grosses émissions. Oui, je ne peux pas te mentir. Pourquoi tu as arrêté d'écouter ton intuition, tu penses? Ben, je pense que quand on commence à connaître beaucoup de succès, ton entourage devient plus grand. Tout le monde a une opinion. Et puis, tu commences à écouter les autres. Et je vais te dire quelque chose. À l'époque de Musique Plus, une chose que j'ai remarqué, on n'avait pas de maquilleur, on n'avait pas de coiffeur, on n'avait pas de styliste et on n'avait pas de recherchiste. Donc, c'était toi, entièrement toi. On nous a dit tout simplement, on veut que vous soyez vous-même en nombre. Ben, on ne savait même pas qui on était. On avait tous 20 ans. Mais une fois rendu plus célèbre, avec les équipes qui sont énormes, et puis là, tu es assise devant un miroir à tous les jours, à te faire maquiller, coiffer, tu te vois au naturel, tu commences à regarder tes défauts, ce que tu veux améliorer. C'est pas nécessairement sain. C'est vraiment pas nécessairement sain. Alors, oui, je suis tombée un petit peu dans ce piège où je m'analysais, où je voulais peut-être changer certaines choses. Et aujourd'hui, je voudrais être beaucoup plus comme j'étais à l'époque de Musique Plus, je t'avoue. J'étais heureuse. Je me sentais belle, même si j'ai manqué des coups avec certaines kits. C'était les années 80. Tout le monde a fait des gaffes, mais je rentrais à la salle de bain pour changer mon kit et mes boucles d'oreilles pour aller faire mon rock velours du soir. Tout était comme magique. Et je faisais tout comme j'ai toujours fait, comme si la planète entière était à l'écoute. Wow. Alors, ce genre de naïveté me manque un petit peu. Est-ce que, je trouve, tu as le look de star, tu as tout le temps les vêtements, les souliers. Est-ce que tu te sentais et tu te sens encore star ou en même temps, tu te dis j'avais des insécurités, il y a des choses que je n'acceptais pas de moi? Est-ce que c'est un peu ça, tu sais, behind what you see, il y a comme une petite fille insécure? Sûrement, il y a une partie de ça, mais je ne me suis jamais vraiment sentie star non plus quand je l'étais. C'était vraiment qui j'étais. J'aimais ça m'habiller. J'adore le glamour. J'adore les talons hauts. Moi, j'aime regarder une émission de télévision où le monde arrive bien habillé. Je sais qu'on est rendu maintenant dans cette période tellement difficile et tout le monde arrive en T-shirt et robe de chambre, moi incluse. Tous mes voisins m'ont vu avec ma robe de chambre sans maquillage et c'est pas très beau. Mais j'ai le goût de m'arranger. Je trouve ça important. Ma mère nous a appris ça. Ça vient de ma mère. Ma mère nous a toujours dit, même quand tu vas faire ton magasinage, tu mets ton rouge à lèvres.
Je me suis mis du parfum avant de faire cette entrevue avec toi. Wow, merci. Voilà, c'est vraiment c'est qui je suis. Je ne l'ai pas fait pour la télévision. Je suis arrivée avec tout ce que j'avais, tout mon bagage, et je l'ai mis à la télévision. Voilà, c'est vraiment la chose. Mais est-ce que c'est pas ça? Tu sais, on parle là on va dans toutes tes époques, tout ce que tu as fait, puis on parle souvent de ce que tu as fait, puis on ne sait pas tant ta vie personnelle. Tu parles souvent de ta sœur Esther, de tes Oui. parents. Puis, tu sais, puis en même temps, toi, c'est comme si on ne sait pas trop ce que tu as vécu dans ta vie. Est-ce que c'est parce que le travail a tout pris la place ou Je pense que j'ai fait une autre gaffe. J'étais sous l'impression que j'allais rencontrer quelqu'un lors de mon travail et que j'allais rencontrer quelqu'un, que j'allais, dire, ben, ça allait devenir mon chum, j'allais me marier, etc. Ça n'a pas été le cas. N'oublie pas aussi que je suis d'une autre culture et que j'arrive dans un milieu qui n'était pas entièrement le mien. Donc, moi, je voyais mes amis de filles là, qui avaient des relations. Ça, et moi, c'était pas naturel. Alors, j'ai eu des relations. Je me suis presque mariée avec un homme qui habite à Londres. Je ne dirais pas son nom parce qu'il ne le mérite pas. Et j'étais blessée en amour, mais j'étais quand même aimée. J'ai eu des relations. J'avais parlé de lui d'ailleurs et j'ai fait une page couverture du 7 jours. C'était la seule et unique fois et la dernière fois que je fais ça. Parce que quand ça ne marche pas après, il faut donner les explications. Et ça a été très douloureux pour moi. Je ne sais pas si non, je n'ai pas été vraiment très chanceuse non plus en amour, mais j'abandonne pas cette idée non plus, Marc. Je me dis peut-être j'aurai 10 ans avec quelqu'un extraordinaire au lieu d'avoir 30 médiocres. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Et à tous les hommes du monde qui écouteraient ou qui sont dans l'univers, c'est quoi ta demande à la vie? C'est quoi pour toi l'amour aujourd'hui? L'amour, c'est d'être aimé pour qui on est vraiment. Moi, je n'ai jamais été avec un homme dans ma vie, Marc, qui a apprécié le travail que je faisais, qui se rendait compte de toutes les heures que ça prenait pour préparer une émission. C'est comme, ils n'étaient pas du tout attachés à ce que je faisais. Ça me faisait beaucoup de peine. Ils ne me demandaient pas comment tu as préparé ton entrée ou comment ton... Non, c'était pas comme une vraie job. J'ai jamais partagé ma vie avec quelqu'un qui a eu du respect pour mon métier. Alors, même si je ne le fais pas aujourd'hui, je voudrais partager ma vie avec quelqu'un qui s'intéresse à ce que j'ai fait, aux rêves que j'ai eus, aux rêves que j'ai réalisés. Et aussi, je pense que je suis une fille qui a peut-être aimé un peu trop. Je ne sais pas faire des choses à moitié, Marc. C'est qui je suis. Tu es une extrémiste, dans le fond. Pardon? Est-ce que tu dirais que tu es une extrémiste un peu, une intense? En amour, oui. Je suis intense en amour. Et puis, oui. Et j'admire les gens aussi qui sont capables d'être dans des relations. Et si ça va mal, tu ne le sais pas du tout. Moi, quand ça allait pas mal, je pleurais à tous les jours. Hein? J'avais des copines qui m'appelaient régulièrement pour savoir si j'étais vivante. Wow. J'ai vécu 2 ans après cette rupture avec une douleur profonde. C'était inimaginable parce que c'est ma faute, Marc. Je me rends compte. Je suis rentrée dans cette relation avec une idée que c'était ma dernière chance de me marier. J'avais 37 ans. Voyons donc. Mais dans ma tête, je ne sais pas d'où ça sort. C'est comme ça que je me sentais. Et quand on s'est laissé, eh bien là, je me suis dit, ben, c'est fini. Je n'aurai pas une autre chance. J'ai raté ma chance. Tata. Et aujourd'hui, Marc, quand j'y pense à toutes les larmes que j'ai versées pour cet homme, je me dis, mon Dieu, quelle perte de temps. C'est un homme, je lui souhaite aucun mal, mais avec pas de profondeur. Il ne méritait pas ces larmes, mais je n'étais pas capable de faire autrement. J'ai passé à travers, ça a été long. Je ne suis pas une fille qui guérit vite. Mes deuils sont longs. Sont très longs. Alors, l'as-tu recroisé après? L'as-tu déjà revu? Non, il habite à Londres. Il s'est remarié comme 1 an après notre séparation et nous, on était ensemble presque 3 ans. Et puis, ma sœur l'a su avant moi et puis elle ne voulait pas me le dire. Et je te dis que quand elle m'a dit qu'il s'est marié, la cicatrice s'est réouverte pour un petit moment là, puis j'étais comme « wow ». Je ne pouvais pas le croire que, tu sais, il ne pensait plus à moi. Comment est-ce qu'il ne peut pas ne pas penser à moi? That's life, baby. Hein? That's life. On a tous des histoires d'amour comme ça. Il y en a qui ont été plus chanceux.
moi, j'avais plus de chance quand j'étais jeune. À l'école secondaire, mon premier chum, beau comme un cœur, il ressemble à Pierce Brosnan aujourd'hui. Tu sais, j'avais plus, comme je te dis, je faisais confiance à mon instinct. Ouais. Plus tard dans la vie, je me suis mélangée un petit peu, mais on ne sait pas comment ça va finir l'histoire. Ben non, tout à fait. Dans les voyages que tu faisais, les entrevues, tu faisais-tu flirter? Tu allais sur des dates avec Oui, les artistes? mais j'étais tellement... J'aurais pu avoir des aventures. J'aurais pu sortir avec des gérants, avec des... Même certaines artistes m'ont dit, veux-tu venir ici, veux-tu venir? Mais j'étais comme presque scandalisée, comme, oh, you know, et aujourd'hui, je pense, j'aurais pu slacker un peu, peut-être m'amuser un peu plus, mais c'était pas dans mon ADN. C'était pas dans mon... Je connais des filles avec qui j'ai travaillé, qui ont eu des aventures avec certaines célébrités, qui ont eu un one-night stand, un petit week-end à New York, etc. Wow, formidable. Je juge personne, mais c'était pas moi. Alors, je l'ai jamais vraiment fait. Mais j'en ai eu des... oui, j'ai eu des propositions quand même. Oui. Oh, oh. Of course, baby, of course. Si je te dis des moments de carrière, rapidement, tu me donnes un mot où ce que ça éveille. Quand tu as lancé ta collection de vêtements, le fashion, ça a été quoi? C'était un hommage à ma mère. Ma mère qui a travaillé en tant que couturière pendant plus d'une quarantaine d'années, qui est éventuellement devenue designer, qui est allée à l'école le soir pendant qu'elle travaillait toute la journée dans les manufactures sur Chabanel. C'est un hommage à ma mère qui faisait une couture de haute couture. Tout était à la finition, à la perfection. Elle avait fait les robes de mariée de mes sœurs. Tout était comme brodé à la main. Et quand j'ai finalement lancé ma collection de vêtements, c'était pour elle. C'était vraiment pour elle. Wow. Le chant, tu as lancé un album. C'est quoi la chanteuse? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? La chanteuse, ça fait partie de qui je suis. C'est juste que j'ai très, très peur quand je chante en direct. Et je ne me suis pas remis de ça. Et c'est très dommage parce que je me sabote. En répétition, tu te retournes et tu dis « Wow, that's great! » Aussitôt que ça arrive à l'émission, je suis comme, je me retiens, je donne le minimum. Tu sais, je ne veux pas trop donner, mais je suis capable de chanter et j'adore la musique. Je suis une maniaque de la musique et je suis très fière de ce premier et seul album que j'ai fait. Et d'ailleurs, il y a même des chansons sur cet album que je trouve encore bonnes aujourd'hui. Oui. Oui, vraiment. C'était quoi, non? Je me rappelle d'une toune, là, tu avais un... J'avais fait une piste de Chaudassin et Si tu n'existais pas. Oui. J'avais eu une chanson en anglais, non? Oui, j'en ai fait plus de Unbreakable Heart. Unbreakable Heart. C'était... Heart. Yeah. Oh, ouais. I like Et on avait tous un Unbreakable Heart. Le vidéo est quelque part sur YouTube. Ouais. C'est le que j'ai fait. Mais oui, j'ai choisi ces chansons comme selon les textes, etc. C'était très important pour moi. J'ai eu le bonheur de travailler avec Eddie Marnet qui m'a écrit la dernière chanson sur cet album, qui est un hommage à ma mère et mon père. Mi reina, mi flor. C'est le titre en espagnol, mais la chanson est en français et je l'ai enregistrée en une prise. Wow. Et quand tu travailler, attends, il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je vais l'enlever, voilà. Alors, Mirena, tu as fait ça en une prise. Oui, et mi reina, mi flor, c'est ce que mon père m'appelait. Ou il m'appelait mi flor ou mi reina. Mi reina, ça veut dire ma reine. Alors, voilà, tout le monde m'envoie des messages. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Tu viens juste de faire... Attends 2 secondes. Est-ce qu'on est là? Attends-moi 2 secondes. Je suis de retour, hein? Oui, tu es de retour. OK, arrêtez. C'est-tu qui envoie? Oh, moi, boy. OK, 2 secondes. J'espère que ça va ouvrir. Le pouvoir du direct, hein? Je me sens comme Sonia dans le temps en direct. Alors, après la pause, on va demander à Sonia ce qu'elle vivait comme porte-parole. Alors, Sonia, are you there? Attends. OK. Sonia, on est en train de...
Là, je t'entends plus. Juste peut-être peser en bas. Voilà. Tu Voilà. m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui, Mais je c'est t'entends. l'envers, hein? Mais là, on te voit de l'autre côté. Mais je ne Peut-être sais qu'on pas va... pourquoi. J'ai rien changé. Bon, on Attends. va attendre. Ça va peut-être revenir. OK, ça va peut-être revenir, je ne sais pas. Oh my God. Je sais que mon ami Nick doit être à l'écoute et il doit être en train de transpirer en se disant Bon, elle est pas capable. On va voir si ça change, sinon je changerai l'angle du téléphone. oui, Attends. peut-être de l'autre côté. Là, on te voit bien. OK, on va voir si ça reste comme ça. Excusez-moi. C'est Et- d'ailleurs mon tout premier Facebook Live. wow. Mais ça, le live, toi, t'aimes ça, hein? Télé, c'est ça. J'adore les erreurs, j'adore tout ce qui se passe sur live. Ouais. On est rendu maintenant une société de télévision, tout est prémonté et remonté et remonté. Je ne suis pas fan de ce genre de télévision. Je préfère vraiment le direct. Tantôt, Oui. je te demandais des moments de carrière. Tu as été porte-parole de Vision mondiale. Oui, oui, je suis allée en Afrique du Sud. Wow. J'étais tellement chanceuse, Marc, parce que j'ai rencontré la famille que je commanditais, comme par exemple, je suis allée rencontrer la grand-mère, les enfants. Je les ai pu serrer dans mes bras et pendant une dizaine d'années, jusqu'à ils ont tous eu comme 18 ans, il y avait plusieurs membres et j'étais leur sponsor. Et j'ai même rencontré une fille qui avait 21 ans en Afrique du Sud et elle venait de perdre sa mère et son père. Ils avaient les deux le sida. Et elle avait besoin de finir son université. Il lui restait une année et j'ai payé pour son année. Avec mon agent à l'époque, on avait payé 50-50 pour qu'elle puisse terminer ses études. Wow. Alors, c'est des souvenirs extraordinaires. Oui, Vision mondiale a été merveilleux, merveilleux pour moi de visiter un pays comme l'Afrique du Sud, de voir vraiment ce que c'est la pauvreté. Et d'ailleurs, ça c'est une autre maladie de nos temps, la pauvreté. Regarde qui tombent malades en ce moment, les pauvres. Les pauvres qui sont obligés de sortir et de travailler. On a des problèmes, là. Je pense que le bon Dieu est en train de nous dire quelque chose. Oui, je pense vraiment, tu sais, puis en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais avec la COVID, j'ai l'impression que c'est ça. Il y en a qui vont grandir humainement, qui vont prendre le temps de connecter, puis tu en as d'autres, j'ai l'impression, qui ne comprennent rien, puis qui vont repartir à la course. Mais spirituellement, je pense qu'on vit un moment, c'est la plus belle leçon de vie qu'on est en train de vivre. Oui, tu sais, je pense beaucoup à des personnes qui ont vécu ça à leur manière. Stéphane Laporte a écrit un article sublime là, dans la presse. D'ailleurs, je le lis régulièrement avec des larmes aux yeux parce que je trouve qu'il a une écriture et une plume extraordinaire. Mais il décrit son confinement, le confinement que les gens dans des fauteuils roulants, les handicapés, vivent depuis toujours. Il y a toutes sortes de confinements quand on y pense. Et puis, l'être humain peut s'adapter à toutes sortes de choses quand c'est nécessaire. On est en train de vivre un genre de test. Il y en a qui vont passer ce test et il y en a d'autres qui vont peut-être moins réussir. On va voir, mais je pense que ça serait si dommage de sortir de cette dure épreuve sans avoir appris quelque chose, sans vouloir s'améliorer à quelque niveau et sans vouloir donner de soi. Je pense que ça serait vraiment une opportunité manquée. C'est magnifique parce qu'on peut se parler. Moi, je n'ai jamais communiqué autant avec l'humain depuis qu'on est pogné à la maison, puis qu'on a des conversations plus profondes, qu'on n'a pas à promouvoir quelque chose, que c'est vraiment comme « How are you doing? Are you okay? » Oui, mais c'est une bonne question, celle-là, Marc, parce que souvent, on va demander à nos amis, aux gens qu'on rencontre « How are you? Comment ça va? » Mais on ne veut pas vraiment savoir. Exact. Quand on pose la question « How are you? Fine. » Tu ne peux pas entendre « Ben, maintenant que tu me demandes, je ne peux pas payer mon loyer, j'ai rien à manger, je viens de prendre 20 livres. » C'est comme « OK. » Cette question, on devrait aussi réfléchir. On devrait « How are you really? » Comment vas-tu vraiment? Puis c'est hypocrite un peu, hein, la société. J'ai l'impression que c'est ça, on est bien vite, on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Tout est en superficiel, mais très rarement est-ce qu'on va vraiment dans l'être. On est dans une ère de faire. Puis c'est ça avec toi. Est-ce que c'est pas un peu ça qui a été difficile? C'est que le monde te disait là, qu'est-ce que tu fais, Sonia? Qu'est-ce que tu fais, Sonia? Mais
Mais tu es Sonia, tu n'es pas juste ce que tu fais, tu es une Non, femme. ça c'est très important ce que tu dis. Parce que quand j'étais animatrice à temps plein et c'était sans arrêt, la première chose qui sortait de ma bouche quand on me demandait qu'est-ce que tu es ou qu'est-ce que tu fais, je vais m'approcher, je me sens loin. OK. Ouais. Come closer. Come closer, babe. Mm-hmm. La première chose qui sortait de ma bouche, c'était animatrice. Je suis animatrice. Mais quand j'ai arrêté d'être animatrice à temps plein, il fallait que je trouve d'autres façons de me décrire. Mm-hmm. Premièrement, je suis une femme. Deuxièmement, je suis une fille. Je suis une sœur. Je suis une amie. Il y a plein de choses. Je suis une rêveuse. Je suis une paresseuse. Je peux continuer, mais je ne veux pas tout dévoiler non plus. Mais je veux dire, il y a plein de choses pour décrire un être humain. Tu peux avoir plusieurs facettes à ta personnalité. Moi aussi, je suis une personne qui aime mon temps à moi. Je ne suis pas une qui va sortir dans les parties, les premières. Et les gens me disent, mais comment ça se fait? Si tu fais partie du show business, mais tu n'aimes pas aller à toutes les soirées. Je dis non, c'est pas ma chose préférée. J'aime faire mon métier, mais j'aime pas nécessairement sortir à tous les soirs. On m'a pas vu dans des bars à tous les soirs. C'est pas qui je suis. Alors, je suis un mélange de plusieurs choses. You know, et ça dépend comment on se sent la journée. Mais quand tu as dû arrêter de te définir par ce que tu faisais, parce qu'il y a comme eu un petit ralentissement, dans les années suivantes, as-tu fait de la thérapie? Comment, tu as dit que tu as beaucoup compris de choses sur toi. Comment tu as compris? Non, regarde, c'est très intéressant. Comme je dis, des fois, la vie fait bien les choses. Je n'ai pas eu une si longue période de silence. Les gens pensent qu'elle était beaucoup plus longue que ça. C'est comme 4 ans avant mon retour l'année dernière à TVA. Après Bénistra Rencontre à Musimax. Après, il y avait 4 ans, mais je faisais d'autres projets, etc. Mais durant cette période, ma mère est tombée très malade. Elle était à l'hôpital pendant plus d'1 an et dans un centre de réhabilitation pendant 4 mois. Et il y avait, avant d'être diagnostiquée, elle n'était pas bien. C'était une période tellement intense que je n'aurais pas pu faire de la télévision. J'aurais pas pu le faire parce que ma tête ni mon cœur étaient là-dedans. On ne savait pas si ma mère allait s'en sortir. On ne savait pas comment elle allait s'en sortir. Et aussitôt que ma mère est revenue à la maison, après toute cette année d'enfer, je reçois l'appel de TVA pour me proposer le show Tout le monde aime. Wow. Et je me suis dit, ben, hello, c'est comme... Alors, des fois, il faut juste faire confiance à la vie et se dire, bon, pourquoi ça m'arrive ça maintenant? Pourquoi je ne fais pas quelque chose? Comment ça se fait que le téléphone sonne? Je n'ai pas dit ça trop souvent durant cette période parce que j'avais ma tête ailleurs. Ma famille était ma priorité. J'ai un cousin qui est malade aussi, qui est comme mon frère, qui a la sclérose en plaques. Il est en résidence depuis plus de 10 ans. Il n'est plus capable de parler. La famille, pour toi, t'en parles depuis le début de ta carrière, c'est un pilier pour toi. Regarde, il y a des choses qui sont extraordinaires là-dedans, c'est-à-dire, moi, je n'ai qu'à prendre mon téléphone et appeler ma sœur pour dire que j'ai quelque chose. Une de mes sœurs, mes nièces sont comme mes enfants, mes neveux sont comme mes enfants. Ça, c'est formidable. Mais il y a une autre chose qui n'est pas superbe quand tu viens d'une famille avec les liens tissés serrés comme ça. C'est qu'on se sent coupable de vivre sa propre vie parfois. Comme par exemple, je partais en vacances ou quelque chose, puis je regardais quelque chose, je disais, oh, ma mère aimerait ça. Puis j'appellerais, elle me dit, maman, je viens. Ma sœur Esther me dit, ben, veux-tu arrêter là? Profite de tes vacances et amuse-toi et arrête de penser à nous autres. Ça fait partie de qui on est. J'accepte les deux côtés, mais il faudrait aussi que je slack un petit peu, que je me sens pas égoïste quand je fais quelque chose uniquement pour moi. As-tu encore peur de ta sœur Esther? Tu avais dit que ta sœur Esther, et c'est elle qui te remet à ta place. C'est elle est extraordinaire. Ma sœur Esther a été un exemple pour nous tous. Elle est avocate, elle est neuropsychologue, docteur, elle est brillante. Et elle a beaucoup sacrifié pour les 3 plus jeunes. C'est ma sœur aînée, Esther. Et quand mon père est décédé, il était très jeune. Et puis, c'est elle qui a aidé ma mère à traverser toute cette période avec tout ce qu'il faut faire, les préparations de funérailles, les papiers. Elle a fait des choses qu'une fille dans la vingtaine n'aurait jamais dû faire. Mais à l'époque, on ne se rendait pas compte. Donc, elle a eu quand même des responsabilités que je trouve injustes.
quand je regarde le tout avec le recul, mais elle est très fière de moi, puis elle m'a toujours aidée, toujours encouragée. Et même dans mes périodes un peu plus noires, elle était toujours là pour me dire, c'est comme, tu sais, c'est pas toi le problème, tu sais, le problème n'est pas toi. Dans les obstacles, excuse de t'interrompre, Sonia, dans les obstacles, je dis souvent à mes clients que c'est des cadeaux mal emballés. Est-ce que tu dirais que c'est un peu ça? Souvent, c'est pas ce qu'on souhaite. En même temps que le recul, on comprend souvent des choses. Oui, mais je ne peux pas dire ça pour toutes les choses, par contre. J'ai quand même vécu des moments difficiles que je ne peux pas te dire que j'ai trouvé l'explication encore pour. Je ne sais, mais chacun a un chemin pavé différemment. Pourquoi une personne tombe malade et une autre ne tombe pas malade? You know, pourquoi une personne est riche et l'autre est pauvre? Il y a toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas non plus. Alors, on doit accepter certaines choses, que c'est la vie qui est faite comme ça, mais tu ne baisses pas les bras. C'est ça la chose. Une fois que tu baisses les bras, c'est là le problème. Et j'ai baissé les bras de temps à autre. J'étais fatiguée de me battre et de lutter contre moi-même et contre ce que moi je voyais comme, tu sais, la grosse machine. Mais je me suis relevée quand même parce que je savais que j'avais encore quelque chose à offrir et à faire. Il y en a qui tombent dans la drogue, l'alcool, le party, tout ça. Tu sens moins avoir été là-dedans. Est-ce que pour toi, la drogue, ça a été la nourriture? Parce que tu as été porte-parole de Jenny Craig. Oui, non, ça c'est, j'ai toujours eu un problème de poids, c'est-à-dire j'ai jamais été maigre ou mince dans ma vie parce que génétiquement, c'est impossible chez nous. Okay. Et j'aime dire ça à ma mère. Je veux dire, garde mes bras, j'ai tes bras. Oui. Alors, génétiquement, ça a été vraiment ce que ma mère m'a légué. C'est dommage parce que mon père était très mince, mais je n'ai pas pris du côté de mon père. Okay. Alors, mais la bouffe, oui, j'ai toujours, et je fais un régime, je suis toujours en train de vérifier ce que je mange. Et c'est pas agréable tout le temps, je dois te le dire, mais c'est devenu comme une deuxième nature pour moi. Je sais que je ne me sens pas bien quand je suis, tu sais, à un certain poids et que je dois, tu sais, faire attention. Donc, je le fais. En ce moment, c'est beaucoup plus difficile comme tout le monde, mais je le fais quand même. Je fais mes smoothies avec mon yogourt 0%, mes salades, je mange beaucoup de légumes, etc. Les soirs, des fois, j'ai tellement envie de manger quelque chose de cochon, mais je ne le fais pas. Je fais mon possible. Mais il y a des moments où tu as le goût de goûter à la tarte aux pommes, tu sais, qui vient de sortir du four, tu sais. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Si on pouvait retourner à un moment dans ta vie où je te disais, Sonia, là, à ce moment-là, précisément, tu étais en parfaite symbiose avec la vie. Est-ce qu'il y a un moment, tu dis ça, c'était the moment? Oui, il y a quelques moments dans ma vie comme ça. Quand j'avais 8 ans, c'est bizarre, hein, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je vais te raconter l'histoire. Quand j'avais 8 ans, j'avais passé une audition pour la pièce de théâtre de l'école et la pièce de théâtre, c'était Blanche-Neige. Et je suis arrivée avec mes gros cheveux de noir et toute prête et tout ça. J'avais fait une audition et je le dis sans prétention, je vous le jure, vraiment bonne. Tu sais, tout le monde m'a regardé comme genre, wow! Le lendemain, on a annoncé qui avait les rôles et je me suis rendu compte que je n'étais pas choisie pour le rôle de Blanche-Neige. J'étais un nain. Oh my God. Doc the Dwarf. J'allais mourir. Je cours pour trouver ma sœur Myriam qui était monitrice dans les corridors. Je dis Myriam, je suis pas Blanche-Neige, je suis le nain. Bref, je suis allée aux répétitions tous les jours après l'école. J'ai appris mon rôle, j'étais restée assise et la journée de la pièce de théâtre, la fille qui a joué Blanche-Neige est tombée malade avec une laryngite. Je pense que tu peux deviner la suite. Tu sais, le directeur de l'école est venu me voir, me demander est-ce que tu connais la pièce, Sonia? Et j'ai dit je pense que je connais la pièce. Et le soir, c'est moi qui ai fait le rôle de Blanche-Neige. Et le directeur est venu me mettre sur ses épaules pour dire au public et aux parents cette petite fille va devenir une star un jour. Et c'est comme, mais tu vois, ils auraient dû peut-être me donner le rôle parce que la fille qui avait le rôle ne voulait pas vraiment le rôle. Comprends-tu? Fait que le karma a fait que tu l'as eu pareil. Oui, alors je me dis, c'est comme, alors moi, je regarde cet épisode dans ma vie et ça explique beaucoup de choses dans ma vie. C'est comme, je me rends où je veux, mais rarement par la porte en avant.
Je dois rentrer par une fenêtre. Je dois rentrer par la porte en arrière. Et des fois, tu es fatigué. Des fois, tu aimerais juste qu'on t'ouvre la porte. Alors, mais ça, je te le souhaite. Je te souhaite que tellement de la fluidité là, dans les prochaines années, tu le mérites tellement. Puis... C'est tellement gentil de ta part. Tu sais, on mérite tous du bon et des belles choses qui nous arrivent. Je suis prête et ouverte à ces expériences. Je sais que je les apprécierai beaucoup plus même et je les vivrai différemment, avec plus de douceur et de simplicité. Alors, on fait un deal, puis au pire, regarde, on va se reparler quand ça va arriver. La vie, je pense, répond à nos intentions. If we put something in a GPS right now, quelque chose de précis, un objectif, c'est quoi, là, the real deal, que ce soit international, que ce soit dans une autre langue, on demande à la vie le summum. Tu as travaillé fort, là, tu dis, give it to me. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une émission avec une base d'émotion. Je veux que j'aimerais faire une série de documentaires. Je regarde ce qui se passe maintenant avec la COVID et moi, j'aimerais faire des spéciaux sur plusieurs sujets qu'on a vus. J'aimerais aussi faire partie d'un mouvement qui donne la place méritée à nos aînés. Je trouve qu'il y a un manque de respect énorme et ça me tue, Marc. Ça me tue. Je ne peux pas te dire comment ça me tue. On est une société qui n'a jamais apprécié nos aînés. On ne veut pas les entendre, on ne veut pas les voir, ils ne comptent pas. Même dans notre industrie, on fait de la télévision pour les jeunes. La cote d'écoute est entre 18 et 45. C'est quoi ça? Oui. Les gens aînés ne sont pas les derniers. Ils sont les premiers. Ils ont fait tout avant nous. Ils ont bâti tout avant nous. Et ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est le miroir de notre futur en 20 ans. Et il va y avoir de double. Il y a 200 000 gens aînés aujourd'hui au Québec. Il va y avoir 400 000 en 20 ans. Alors réfléchissez. Voulez-vous être traité comme ça? Moi, je prends chaque moment avec ma mère. Alors, j'aimerais faire, juste pour te dire, j'aimerais découvrir des gens extraordinaires. Ouais. Tu sais, des gens qui ont quelque chose à nous raconter, quelque chose à nous apprendre. Et oh mon Dieu, peut-être ils ont 75 ans ou 85 ans. Quelle horreur! Quelle merveille! Quelle merveille! J'aimerais faire quelque chose. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. Réunir toutes sortes de mondes, différentes langues, différentes cultures, toutes sortes d'âges différents. Je trouve moi, je trouve qu'à l'époque de TQS, j'ai réussi à faire une émission internationale au Québec. C'est comme ça que je décris. J'ai reçu des artistes de partout. J'ai traduit tout en français. Et c'était vraiment comme un plateau international au Québec, avec nos artistes de chez nous. Et tout le monde a été traité avec du respect. Et c'est vraiment ce que je voudrais faire. Mais je voudrais aussi avoir le droit d'être vraiment qui je suis. Ben oui. Voilà. Mais c'est ironique, tu sais, interviewes des grandes stars, puis là, tu es en train de dire, moi, plus tard, je vais interviewer les vraies stars, que ce soit une femme de 75 ans, que ce soit, tu sais, de revenir puis dire aux gens, tu sais, it's not what you think, là, c'est No, it's not what you think. Ouais. Parlons de célébrités. On vient de voir sur la page couverture, est-ce que c'était Vanity Fair, je pense, Judi Dench, la grande actrice britannique. Et elle a 84 ans et tout le monde est en train de dire, oh my God, Judi Dench, ça devrait être normal. Ben oui, Jeannette Bertrand devrait être sur une page couverture. Oui. Ginette Renault devrait être sur une page couverture. On est comme émerveillés par des choses comme oh wow, ça fait longtemps que ça devrait arriver, ce genre de choses. C'est parce qu'on a des blocs ici. On a des blocs. On a des blocs aussi, on pense que parce qu'on vieillit, on ne peut pas être intéressé aux choses que les jeunes font. C'est pas vrai. Moi, personnellement, je suis très intéressée. J'aime être à l'écoute de ce qui se passe. J'aime regarder l'évolution de choses. J'aime apprendre. Je suis vivante. Si on est en vie, on veut évoluer, on veut apprendre. Je ne veux pas juste rester assise à dire, bon, j'ai déjà fait tout ce que j'ai à faire. Mais, tu sais, la relève, on en a besoin. J'ai déjà fait partie de la relève. Je ne dis pas le contraire. C'est juste que, tu sais, on n'envoie pas quelqu'un, tu sais, si on rentre dans un bureau et on dit à quelqu'un, j'ai 30 ans d'expérience. D'habitude, on admire ça. On dit, wow, 30 ans d'expérience, formidable.
Si tu dis ça dans notre milieu, c'est de ouais, elle est rendue vieille. 30 ans d'expérience, tu sais. Wow. C'est dommage, c'est juste dommage. Mais in the big picture, il y a tellement de choses qui sont plus graves aussi. Je regarde autour de moi, il faut vraiment régler ces problèmes autour de nous. Aujourd'hui, on doit trouver la solution à ce qui est arrivé, par exemple, dans les CHSLD, mais après, il va falloir comprendre pourquoi et où nos taxes vont vraiment. Parce que moi, je ne veux plus voir cette misère. Je ne veux pas faire partie d'une société qui accepte cette misère pour les autres. C'est pas acceptable dans mon cœur ni dans mon âme. Chaque fois que j'embrasse ma mère, je pense à quelqu'un qui n'est pas capable d'embrasser sa mère ou son père parce qu'ils sont quelque part dans une résidence et on ne peut pas les visiter. Non. Merci de ce message-là. Écoute, il arrive 8h30, puis je me dis, je regarde l'heure, je dis, my God, je ne veux pas que ça arrête. Si on se prend un dernier 5 minutes, j'ai des questions à rafale pour toi. Ceux qui sont à la maison, qui trouvent ça dur, tout ça, est-ce que toi, tu as une routine matinale le matin, médites-tu? C'est quoi ton truc pour te sentir? Oui, j'ai un truc, parce que quand tu prends soin de quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit à tes propres, tu sais, c'est comme, il faut que tu fasses ce qu'il faut que tu fasses. Et en divertissant ma mère, mon humour change. Je la fais rire et je ris. Et je ris vraiment. Je joue à l'intervieweuse avec ma mère à tous les soirs. Tu sais, je dis, maman, viens quand? On va faire de la télévision, toi puis moi. Tu sais? Puis on s'assoit, puis on rigole comme ça. Si on se sent mal, prenez le téléphone et racontez une blague à quelqu'un d'autre et vous allez voir que votre morale va se remonter. C'est sûr que ça a l'air ridicule aussi parce qu'on vit des vrais problèmes. Il y en a qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui ne peuvent pas manger. Je ne sais pas comment remonter le moral de ces gens. Je trouve ça presque méchant même de voir, pas méchant, mais un manque de compassion de la part de certaines célébrités qui sont devant leur piscine et puis une maison qui peut loger 100 personnes en train de dire « Hey, we're in this together ». No, we're not. Même le confinement se vit différemment. Alors moi, je pense qu'on doit être à l'écoute des gens qui sont malheureux, qui sont déprimés. C'est tellement important, mais une blague aide tellement, même si c'est pour quelques secondes. Ça change le mindset, hein? Ça change notre... Ça change. Rire, le son d'un rire. Ça fait du bien. Alors là, je vais dans des suggestions rapides. Un livre coup de cœur, une recommandation de livre. Ben là, je vais lire le livre de Rowan Farrow. Rowan Farrow, qui est le fils de Mia Farrow, qui a créé toute la découverte de Harvey Weinstein, qui maintenant est en prison, avec le Me Too Movement. Je viens de commander le livre et puis c'est le prochain livre que je vais lire. Parce que je t'avoue que je lis beaucoup moins que je lisais avant et j'ai décidé que ça, c'était une chose et je viens de me commander le livre. Good job. Voilà. Good job. Une bonne série que tu écoutes un peu à Netflix? Oui. Il y a une série que j'écoute que je trouve super bonne. Ça s'appelle Dead to Me. C'est tellement bon. C'est vraiment bon. OK. Oui. C'est bon parce que tu vois, je l'ai vu passer. I wasn't sure. C'est très bon. Je pense que tu vas aimer. Je pense que tu vas trouver ça bon. Cool. Tu disais que tu n'as pas d'idole tant que ça, mais aujourd'hui, quand je vais dire des noms, puis dis-moi ce qui monte, si on parle de Oprah. Ben, Oprah, c'était quelqu'un que j'ai toujours admiré, particulièrement à l'époque où moi, j'étais à l'écran en même temps qu'elle. Moi, j'avais mon quotidien, elle avait son talk show quotidien et je trouvais que ce qu'elle a fait pour la télévision, pour les minorités, pour la femme en général, ça va rester indéniable. Je n'ai pas le même lien avec elle aujourd'hui que j'avais à l'époque. Je pense des fois, quand je l'entends parler, qu'elle a oublié ce que c'est d'avoir des problèmes parce qu'elle n'a jamais eu de creux dans sa carrière. C'est vrai. Tu vois? Alors, elle a monté, puis elle est restée comme là, puis elle est là. Et je ne sais pas si peut-être, elle a oublié. Je ne sais pas, peut-être j'ai tort, mais Oprah, c'est une femme que j'ai toujours admirée. Juste pour te dire, elle a changé le visage de la télévision. Je regardais dans les entrevues que tu as faites, puis quand on parle de célébrités, il y a de malades, il y a des morts, tu sais, Whitney Houston. J'ai vu que tu as interviewé George Michael. Oui. Comment c'était? Comment? Je suis allée à Londres après le scandale qui a eu lieu quand il s'est fait arrêter dans le parc Will Rogers
à Los Angeles dans la salle de bain avec un homme. C'était la première fois que c'était sorti officiellement que George Michael était gay. Il y avait plein de soupçons et des rumeurs, mais il n'avait jamais avoué. Et c'était une entrevue qui était très difficile parce que le sujet était très délicat. Et je pense que sa compagnie 10 voulait vraiment qu'il parle aux gens, aux médias. C'est un homme qui était très discret. George Michael n'était pas un homme extrêmement chaleureux. Tu voyais, moi, quand j'ai rencontré, j'ai senti une tristesse profonde chez cet homme. Je trouvais qu'il avait comme un nuage sur sa tête, malgré le fait qu'il parlait, qu'il riait, qu'il disait, je suis revenue avec l'impression qu'il avait comme une grande tristesse. Et si on lit sur lui aujourd'hui, c'est un homme qui a vécu avec une énorme tristesse. Premièrement, être homosexuel dans une famille grecque, ça n'a pas été facile pour lui. De pouvoir le dire à sa mère, à son père, à son entourage. Je pense qu'il luttait avec ça lui-même parce qu'il est devenu un sex symbole et les filles rêvaient de lui quand il faisait partie de Wham. Ben oui. Donc, il y avait beaucoup de souffrance. Mais avec cette souffrance, j'ai obtenu une entrevue tellement profonde que tu te dis, ben voilà ce que la souffrance fait des fois. Ça te donne des perles. Mais j'ai senti sa douleur. Il me manque beaucoup. Beaucoup. Oui. C'est triste de voir autant de grandes comme le documentaire de Whitney Houston. Il y a Avicii, horrible. Horrible. Oui. Et Prince, c'est quoi? Tout le monde est parti. Michael Jackson, des gens que... Amy Winehouse, tout le monde. Oui, Amy Winehouse, tous ces gens qui nous ont quittés. Puis, oui, c'est triste. C'est très triste. Mais là, j'ai envie, puis je ne peux pas finir l'entrevue sans te parler de Céline Dion, parce que ceux qui me connaissent... Céline, qui? Oh my God! Écoute, je danse dans ma tête quand je parle d'elle. Puis je dois te dire, Sonia, que le moment où moi, tu m'as marqué, c'est quand tu as fait le lancement de Unison au Métropolis. C'était pas Unison, c'était The Color of My Love. Ah, OK. L'album, c'était The Color of My Love et c'était la déclaration d'amour officielle que Céline et René voulaient partager avec le public et ils m'ont fait confiance et ils voulaient que ça soit avec moi. Et pour moi, ça fut le plus beau moment avec moi, Céline et René et c'était une marque de confiance. Ça restera gravé dans ma mémoire pour le reste de mes jours, oui. Mais ça, comment t'expliques? Parce que moi, je la cite beaucoup en conférence, disant qu'il y a autant, il y en a qui clenchent, qui meurent. Tu as Céline qui a, écoute, resté forte, qui a passé à travers la mort de René, aujourd'hui est on top of the world, fashionista. Tu l'as côtoyée. Qu'est-ce qui fait que cette fille-là est aussi forte et puissante? Je vais te dire un mot, 2 mots. Sa mère. Ah oui. Sa mère est une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie, qui a connu une pauvreté rarement vue, qui s'est levée, qui a élevé tous ses enfants, a no-nonsense woman. Elle n'a pas changé pour personne. Elle voyageait avec Céline à travers la planète. Elle s'habillait comme elle s'habillait au Québec. Elle était forte. Et Céline, quand je suis allée la voir, aux funérailles de sa maman, c'était privé, puis je suis allée lui dire bonjour à la famille et tout ça. Elle m'a dit, Sonia, tout ce que je vis aujourd'hui et tout ce que je suis, c'est à cause de ma mère. Et c'est vrai, sa force, ça vient de sa mère. Céline est comme sa mère à ce niveau-là. Vraiment. C'est ma réponse. Ben, merci. C'est ma réponse. Puis en même temps, j'ai envie de terminer en disant qu'on a commencé l'entrevue en parlant de ta mère. Oui! Attends. Ouais. Oh! La voyez-vous? C'est Perla, le nom de ta mère, non? Perla, oui. Oh. Elle aime pas son nom, mais je dis toujours qu'elle est une perle rare. C'est ma maman et je l'adore. Et je l'adore. Voilà. Ben écoute, il y a Perla, tu eres la reina. Si! Si! C'est débile, hein? C'est beau. C'est très bon, ça. C'est excellent, Marc. Mais vraiment, merci ce soir de nous avoir permis de rencontrer la grande Sonia, celle qui n'est pas définie par des projets, mais qui est définie par une grandeur d'âme, un cœur plus grand que nature. Et pour ça, je te prédis, je suis prête à gager, te garantir que le meilleur est devant toi. C'est sûr qu'on va s'en reparler un jour. Puis
Merci de Merci, Marc. sensibiliser les gens à toutes ces causes tellement importantes. Puis, tu es la preuve en faisant ce que tu fais pour ta maman que ben, l'essentiel présentement, c'est de retourner à la base. Lâchons la performance, retournons Oui. donc à prendre soin des gens qu'on aime. Et retourner à la base n'est pas facile. Je ne veux pas que les gens pensent non plus qu'être proche aidante, c'est facile et donné à tout le monde. Je ne juge personne. Si on ne peut pas le faire, c'est très difficile. Mais l'amour doit être la première chose qui compte, peu importe ce qu'on fait. Et il faut aider, il faut donner. C'est tellement plus facile de donner qu'être obligé de recevoir de l'aide. Alors, donnez de vous, faites-le, vous allez voir comment ça guérit plein de choses à l'intérieur de vous aussi. En tout cas, moi, si on m'avait dit dans le temps que j'écoutais Céline avec The Color of My Love, je parlerais avec toi ce soir. Anything is possible, Mirena. Anything, baby. Muchas gracias De por nada, mi este rey bonito, de nada. Hasta la próxima y hasta pronto. Y a todos. hey, j'espère à bientôt. Merci des gros becs, Sonia. Prends soin de toi. Merci pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous. C'est vraiment très agréable. Cuídate. Ciao. Ciao. Alors, ben voilà, c'est une autre rencontre extraordinaire. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. La prochaine semaine, jeudi prochain, j'ai Jean-Pascal, le boxeur, et ça mettra une fin à ces rencontres du jeudi parce que je lancerai après ma web série M. Donc, ben, la vie est belle. Je me sens privilégié d'avoir vécu ce moment-là avec Sonia. Prenez soin de vous, surtout prenez soin des gens autour de vous, de vos aînés. Je pense qu'il y a des belles leçons dans ce qu'on a parlé ce soir. Et ben, à très bientôt. Merci tout le monde.